je me présente, je suis Magali Maurice, je suis chargée de mission recyclage chez Federec sur les filières plastique et carton. Et c'est moi qui m'occupe aussi de toutes les filières REP, emballage professionnel. Et donc aujourd'hui, c'est de ça dont nous allons parler, pardon. Donc des emballages professionnels, notamment avec un focus sur les plastiques. Et à mes côtés, pour vous parler de ce sujet passionnant, nous avons donc Isabelle Videlaine, qui est directrice RSE et développement durable à la FHER, donc la Fédération de l'hygiène et de l'entretien responsable. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Nous avons aussi Marie Delafalisse, donc responsable environnement et économie circulaire chez Ellipso. Donc vous représentez les producteurs d'emballage plastique en France. Et ensuite, last but not least, Sophie Sicard, qui est à mes côtés pour parler de la parole Federec, parce qu'en plus d'être directrice adjointe développement durable des affaires institutionnelles chez Paprec, elle a aussi de nombreux mandats à Federec, présidente de la commission prospective et innovation, vice-présidente de la filière plastique de Federec, et aussi présidente du GT interne que nous avons créé à Federec pour alimenter les travaux sur la REP emballage professionnel. Peut-être vous donner un petit contexte avant de rentrer plus en détail dans les débats, un petit contexte de calendrier. C'est depuis 1994 qu'une directive européenne nous impose la mise en place de REP qui couvriront tout le périmètre des emballages à horizon 2025. Donc on connaît tous la REP emballage ménager, qui est donc une vieille REP entre guillemets puisqu'elle a été créée en 1992. Et ensuite, un décret et un cahier des charges pour une REP emballage de la restauration ont été publiés en 2023 sur lesquels Citeo Pro a été agréé. Nous attendions donc cette REP à l'époque appelée emballage industriel et commerciaux pour début 2025, pour janvier, pour respecter ce que nous demandait la directive européenne. Et cette REP EIC s'est transformée en REP emballage professionnel, car il semblerait que le périmètre de la REP emballage de la restauration et le périmètre de ce qu'on appelle anciennement la REP EIC fusionnent pour faire une seule et unique REP. Donc on a eu le décret instaurant la REP qui a été mis en consultation publique jusqu'au 13 novembre. Donc il n'a pas encore été publié officiellement par la DGPR. Donc on est encore dans une période d'incertitude. Mais en tout cas, ce décret, d'après nos informations, devrait quand même sortir d'ici la fin de l'année pour pouvoir mettre en place cette fameuse REP, emballage professionnel pour début 2025. Cette REP, de quoi on parle exactement? Parce que là, on ne parle pas de bouteilles d'eau que vous achetez au supermarché. Là, on parle vraiment d'emballage professionnel. Et l'année dernière, en 2023, l'ADEME a fait une étude de préfiguration pour avoir une vision un petit peu plus large, un peu plus précise de quels sont les emballages qui sont concernés par cette REP. Et donc on voit que sur ce graphique que la majorité des emballages professionnels sont en carton et en bois et que finalement les plastiques ne représentent que 13% des EIC, enfin des emballages professionnels. Alors la question c'est pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire une conférence qui soit dédiée aux emballages plastiques alors que finalement, ils ne représentent que, entre gros guillemets, 13% des 7,4 millions de tonnes d'emballages professionnels qui sont mis sur le marché. La réponse est ici, c'est que dans son étude, l'ADEME aussi s'est intéressée au taux de recyclage de ces emballages professionnels et les a comparés au taux de recyclage cible imposé par l'Union européenne, donc par rapport à 2025 et à 2030. Et quand on regarde, le carton et le bois atteignent, voire dépassent les objectifs 2025 et 2030 ciblés par l'Europe. Par contre, concernant les plastiques, toujours d'après l'étude ADEME, on n'y est pas du tout. On serait plutôt à 26% pour un objectif à 50% en 2025, à savoir dans un gros mois, quoi. C'est pour ça que ces plastiques sont, à notre sens, un sujet qui mérite d'être vraiment mis en avant dans cette REP, parce que là, pour le coup, il y a vraiment des actions concrètes qui doivent être prises. Et pour ça, il faut donc s'intéresser un petit peu de plus près à ce gisement et voir quelles sont les actions possibles. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec mes invités. Donc on commence avec vous, Isabelle. Donc, pour rappel, vous êtes directrice RSE développement durable à la FHER. Déjà, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu plus ce qu'est la FHER et aussi nous dire quelles sont vos observations et vos enjeux sur le sujet? Merci, bonjour à tous. Bonjour Magali, merci beaucoup pour l'invitation.
Donc je vais effectivement commencer par vous présenter FAIRE. Donc c'est la Fédération de l'hygiène et de l'entretien responsable. Et vous verrez que donc nous sommes des metteurs en marché d'emballage professionnel notamment, et que cette nouvelle REP a des enjeux, représente des enjeux très considérables pour nos adhérents. Alors FAIRE, Fédération de l'hygiène et de l'entretien responsable, on réunit les fabricants, les metteurs en marché de produits d'hygiène, d'entretien, que ce soit pour le monde professionnel comme pour le grand public. Mais là, on va plus s'attacher à ce qu'on met en marché pour le secteur professionnel. Donc en fait, tout ce qui est détergent, désinfection, pour les hôpitaux, pour les collectivités locales, pour l'industrie, les transports, etc. Tous ces détergents, tous ces désinfectants sont fabriqués par nos adhérents. Voilà, produits de surface, lessive, etc. Et également, on a une petite partie pour les insecticides. Alors, on n'est pas une très grosse fédération, on représente 125 adhérents, mais on représente 80% du secteur. Donc on a une très bonne représentativité et on a environ une centaine de sites de production en France. Donc voilà pour vous situer un peu le panorama de la fédération. Et donc, en fait, en tant que metteur en marché d'emballage contenant essentiellement des produits désinfectants, des produits détergents, donc désinfectants antibiocides, eh bien, vous comprenez qu'en fait, il s'agit essentiellement de produits liquides. Ce qui explique qu'en fait, que la plupart des emballages que l'on met en marché sont des emballages en plastique. Donc, par rapport aux chiffres qui ont été présentés tout à l'heure par Magali, nous, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions, puisque nous, on met environ 90% des emballages que l'on met en marché sont des emballages en plastique. Ce sont des bidons, des flacons, des pulvérisateurs. Ça, ce sont pour les petits emballages. Après, on a aussi des GRV, des fûts, etc. Mais le plastique, en fait, alors qui devient très décrié, et on comprend, effectivement, il faut qu'on réduise cette empreinte plastique, on le comprend tous, mais il a quand même un côté excessivement pratique et excessivement intéressant pour emballer des produits comme le nôtre. En fait, l'emballage a des propriétés pour à la fois sécuriser le contenu, pour protéger ce qu'il contient. Il est également très intéressant en ce qui concerne la facilité d'utilisation. C'est vrai que un pulvérisateur, une bouteille, etc., c'est facile à utiliser. Il satisfait aussi à différentes contraintes réglementaires en matière notamment d'ADR, d'homologation ADR ou en matière d'étiquetage, etc. Donc en fait, cet emballage plastique, pour nous, a des propriétés qui sont particulièrement intéressantes et dont il est difficile de se passer. Mais pour autant, on va essayer de faire tout notre possible pour réduire, réemployer et recycler. On va passer à la suivante. Alors quand je vous disais qu'effectivement, donc 90% des emballages B2B qu'on met en marché sont des emballages plastiques, très concrètement, ça représente 18 200 tonnes d'emballage chaque année. Alors en termes de tonnage, ça va être essentiellement des GRV et des bidons. Pour plus de 2/3 de ces emballages en plastique sont des GRV et sont des bidons. Et en termes d'UVC, ça va davantage être pour 80% des flacons, des pulvérisateurs, donc plutôt des petits emballages. Voilà, c'est effectivement pas... un gros tonnage pour les GRV et les bidons et en matière d'UVC, plutôt des petits emballages. On va passer à la suivante. Alors les caractéristiques de nos emballages, c'est que, comme je vous le disais juste à l'instant, ils contiennent essentiellement des produits liquides. Nous, on emballe à 76% des produits liquides. On emballe également des produits dangereux. Des produits, 56% des produits qu'on met en marché sont des produits dits dangereux parce qu'ils ont un étiquetage au titre de CLP qui est un étiquetage de produits dangereux. Alors on a aussi une bonne partie de nos produits qui sont des produits éco-responsables, environ 20%, et puis c'est une tendance qui tend à augmenter.
sur les résines qu'on utilise. Alors, on utilise des résines qui sont essentiellement des résines recyclables, puisque 85% des emballages qu'on met en marché sont en PEHD. Donc, ils sont très majoritairement fabriqués en résine recyclable. Pour autant, ce n'est pas parce qu'ils sont fabriqués en résine recyclable qu'ils vont pouvoir être facilement recyclés ou qu'ils vont être recyclés. Magali le disait juste avant, donc c'est que 26% des emballages professionnels qui finalement sont recyclés. Alors nous, on ne connaît pas exactement la proportion pour nos emballages de produits détergents et désinfectants, mais on pense qu'on est à peu près aussi dans cette fourchette-là. Donc on voit qu'on a un gap entre le fait d'être fabriqué en résine recyclable et d'être recyclé. Et pourquoi on a ce gap? Là, on va passer à la suivante. Parce qu'en fait, on a des freins par rapport à ce recyclage. Alors déjà, on a des freins par rapport au contenu de l'emballage. C'est-à-dire que certains emballages ne pourront pas être recyclés parce qu'ils ont contenu des produits explosifs, des produits inflammables, des produits qui peuvent être étiquetés dangereux pour la santé, etc. Donc déjà, tous ces emballages-là, même s'ils sont en résine recyclable, ne seront pas recyclés. On peut aussi avoir, en raison du contenu de l'emballage, des interactions entre le produit et cet emballage. Voilà, avec des molécules du produit qui vont passer dans l'emballage ou des molécules dans l'emballage qui vont passer dans le produit. Et tout ça va faire que, in fine, ce plastique va être assez mal recyclable, voire pas recyclable du tout. Les autres freins, c'est ce qu'on appelle les perturbateurs de tri et de recyclage. Bon, ceux-là, ils sont très nombreux. Donc là, je vous en cite quelques-uns. C'est par exemple les emballages multimatériaux. Donc ça, ces emballages qui sont fabriqués soit avec différents matériaux, plastiques et autres types de matériaux, soit différents types de plastiques. Et ça les rend difficilement recyclables. Ça peut être aussi des emballages qui contiennent certains types de colorants. Donc par exemple le noir de carbone qui rend les emballages difficilement détectables au tri optique et du coup va faire en sorte que ce sera donc difficilement recyclable. Puis ça va être certaines étiquettes, certains manchons, certaines colles, certaines encres, etc. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce qu'un emballage est fabriqué dans une résine recyclable qu'ensuite il va pouvoir être facilement recyclé, qu'il va être effectivement recyclé. Voilà pour le petit topo sur la recyclabilité. Alors on a quand même quelques solutions. Hein. Voilà, je vous en ai mis quelques-unes qui sont issues de notre guide du recyclage qu'on vient de publier. Donc bon, là on est essentiellement sur des emballages B2C. On pourrait aussi avoir des exemples sur des emballages B2B avec effectivement des efforts que font les industriels pour essayer de rendre davantage, de faire en sorte que leurs emballages soient davantage recyclés. On va passer au point suivant, puisque le sujet d'aujourd'hui, c'était effectivement cette REP emballage professionnel. Alors, c'est très lié à ce que je viens de vous dire, parce qu'en fait, cette REP emballage professionnel, elle a pour objectif, comme le disait Magali, d'augmenter la proportion de plastique effectivement recyclé. Elle a également pour objectif d'augmenter le réemploi. Donc ça, ce n'est pas le sujet de la table ronde aujourd'hui, mais c'est un sujet très important et qui est vraiment au cœur de cette nouvelle REP. Alors effectivement, le projet de décret a été mis en consultation récemment. Bon, cette consultation est terminée, va bientôt être publiée, on espère avant la fin de l'année. Et d'ailleurs, nous, parmi les points de vigilance, on a effectivement une grande interrogation sur la date de démarrage de cette nouvelle REP, qui devait démarrer là en fin d'année, mais qui visiblement quand même a pris du retard, puisque on a simplement un projet de décret. Il faut ensuite qu'on ait un projet de cahier des charges. Il faut aussi qu'on ait après des éco-organismes qui soient agréés. Donc tout ça, visiblement, va prendre un petit peu de retard. Et ça crée beaucoup d'incertitudes pour les metteurs en marché qui vont être les éco-contributeurs de ces éco-organismes et qui ne savent pas bien aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce qui va se passer et à quelle sauce, entre guillemets, ils vont être mangés et quels vont être le montant de ces éco-contributions. Voilà, donc beaucoup d'incertitudes sur cet aspect de date de démarrage. Ce qui nous a aussi interpellés dans ce projet de décret, c'est l'évolution des définitions. Alors, ce n'est pas du tout anecdotique.
Alors certes, c'est pour qu'on puisse mettre en conformité le droit français avec le futur règlement PPWR, mais néanmoins, ces définitions donc, évoluent, celles de fabricants, et elles impactent la définition de metteurs en marché, notamment pour les emballages de transport ou les emballages de vente. Alors tout ceci, à ce stade-là, n'est pas très clair. Et nous, on demande vraiment que ces points-là soient clarifiés, car il faut qu'on puisse être vraiment en capacité d'identifier qui sont les metteurs en marché pour savoir qui vont être les éco-contributeurs, notamment pour les emballages de transport. Un autre point qu'on a relevé dans ce projet de décret, c'est le sujet des emballages mixtes. Alors, les emballages mixtes, c'est les emballages qui vont avoir à la fois un usage professionnel et un usage grand public. Alors aujourd'hui, dans le projet de décret, les emballages mixtes, ils sont d'office rattachés à la REP emballage ménager. Nous, avec nos entreprises qui produisent essentiellement des emballages professionnels et qui mettent aussi en marché des emballages mixtes, on souhaiterait plutôt qu'il y ait une règle du quand je mets en marché plus de 50% d'emballages B2B, eh bien mes emballages mixtes rejoignent la REP emballage professionnel, et dans le cas contraire, ils rejoignent effectivement la REP emballage ménager. Et enfin, le gros point noir quand même de ce projet de décret, et ça c'est vraiment partagé par un grand nombre d'acteurs, c'est le sujet de la reprise sans frais. Alors nous, on va être à la fois metteur en marché, donc on va verser des éco-contributions, on est aussi détenteur d'emballage, donc potentiellement on va recevoir des soutiens. Pour autant, cette reprise sans frais, elle nous inquiète quand même, parce qu'elle va forcément entraîner une forte inflation des éco-contributions. Or, aujourd'hui, il y a des choses qui fonctionnent. On ne part pas de rien pour la reprise, la collecte, le recyclage de ces emballages professionnels. Sur le carton, ça marche très bien. Sur le métallique, ça marche plutôt bien. Sur le plastique, moins bien, c'est vrai. Mais du coup, est-il besoin de soutenir tous les matériaux ? Pas forcément. Ça va créer une augmentation, une inflation des coûts qui, là, nous inquiète. Donc, nous, on plaide plutôt pour une REP qui cible les matériaux qui ont besoin de davantage de performance, donc le plastique. Et on n'est pas très favorable, même on est assez défavorable à cette reprise sans frais qui, pour nous, représente potentiellement un risque d'inflation pour les éco-contributions. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et je passe le micro. Bah, merci beaucoup Isabelle pour cette explication très très claire. Et effectivement, je pense qu'on reviendrait sur cette notion de reprise sans frais parce qu'il y a un certain consensus. En tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que même dans un périmètre d'emballage plastique bien défini, on se retrouve quand même avec un large panel d'emballages qui sont très différents les uns des autres. Et surtout, quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est que l'emballage ne vient jamais tout seul et que ce qu'il a contenu impacte aussi énormément les solutions de recyclage qu'il peut y avoir derrière. Donc merci beaucoup de nous avoir exposé tous ces points. Je me tourne maintenant vers vous, Marie. Donc, vous représentez les producteurs d'emballage plastique en France. Quelle est votre vision sur cette REP? Parce que pour vous, ça peut être une opportunité pour vos adhérents. Merci Magali. Peut-être rapidement, je n'ai pas de slide sur Ellipso, mais donc Ellipso représente les fabricants d'emballage plastique donc en France. Donc nos adhérents ont souvent principalement des sites de production ou au moins des bureaux commerciaux en France. Donc on a à peu près 120 adhérents. Et donc on a une vision assez globale puisque nos adhérents fournissent des metteurs en marché qui font du B2C, donc tous les emballages de PGC que tout le monde achète normalement, et les emballages industriels et commerciaux et professionnels de façon générale. Donc voilà, donc on a 120 adhérents et qui sont aussi, comme tout le monde, en attente de clarification sur cette REP. Et donc l'idée de cette présentation, c'était de vous donner effectivement la vision des fabricants d'emballage qui mettent au service effectivement la fonctionnalité de l'emballage sur toutes les chaînes logistiques, notamment pour la partie professionnelle. Et donc nous, on le voit vraiment comme une opportunité chez Ellipso, la mise en place de cette REP, parce que comme on l'a présenté, vous avez vu que le taux de recyclage des plastiques de façon générale n'est pas du tout aux objectifs attendus,
et on est convaincu que la mise en place d'une REP permettra de faire plus. Donc il y a bien des choses qui existent, et l'idée dans cette REP, c'est d'identifier justement ce qui existe, parce qu'on a beaucoup d'acteurs qui font à l'échelle de façon plus ou moins locale déjà des circuits, mais ce n'est pas forcément identifié. Voilà, donc il y a une vraie opportunité là-dessus. Et puis, comme tout système de massification et de cette vision globale qui serait, on va dire, plus possible avec une REP, c'est d'identifier des massifications. Je prends l'exemple de la REP des emballages ménagers. Vous savez, le principe du bac jaune, c'est bien de collecter à un même point tous les emballages chez les ménages. Donc cette capacité, on va dire, de logistique retour, on va bien transporter des flux physiques dans la partie recyclage. Donc c'est bien de massifier aussi toutes les possibilités sur la partie collecte pour aller recycler encore plus de matière. Donc pour nous, c'est une vraie opportunité. Et bien sûr, il faudra, j'en parlerai un peu plus en détail après, mais il faudra forcément avoir en tête qu'un système interopérable entre éco-organismes, parce que donc, on attend à ce qu'il y ait plusieurs éco-organismes, en tout cas, qui vont se positionner sur cette REP. Forcément, il y aura forcément des mises en commun nécessaires sur certains systèmes d'information. Et donc, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, il faut rester pragmatique, c'est-à-dire qu'on ne part pas de zéro, et les industriels n'ont pas attendu pour mettre en place une REP. Il faut se le dire, chaque industrie est déjà processée. Vous avez souvent les normes ISO 9001, 14001, etc. Donc les sites ont déjà forcément l'habitude, on va dire, de gérer leurs déchets. Donc on ne part pas de rien. Et côté Lipso, on n'a pas attendu. On a participé à la création de Twice en 2021. Et notamment avec Valorplast, il y a eu aussi plusieurs déjà essais concrets qui ont été opérés. Donc voilà, donc l'idée c'est de rester pragmatique surtout et de s'insérer dans cette logique industrielle qui existe. Donc Isabelle en a parlé. Je pense que c'est déjà le premier enjeu. C'est qu'on y voit un peu plus clair sur la partie définition. C'est pas rien. C'est important, surtout qu'effectivement les fabricants d'emballage seraient concernés directement sur tout ce qui est emballage de transport, emballage de production primaire et emballage de service. Alors, si vous avez des exemples, moi je suis preneuse, je n'ai pas identifié d'emballage de service. C'est pas très clair pour moi. Mais en tout cas, voilà, on sera aussi concerné directement par cette REP. Et puis, juste peut-être sur la partie définition, c'est quand même aussi un point de vigilance, c'est que là, on parle de la REP emballage professionnel, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres REP et que ces définitions, pour moi, on ne peut pas avoir des définitions différentes entre une REP sur les emballages ménagers et emballage professionnel. Il faut quand même de la cohérence. On se parlait des emballages mixtes, de toute cette façon de segmenter de quelle REP ça va dépendre. Il faut y voir clair de façon générale sur l'ensemble des flux emballage. On en a parlé aussi, et je pense qu'on en reparlera peut-être, la notion de reprise sans frais. Effectivement, ça n'incite pas à la performance. Nous, le risque qu'on y voit, c'est une déresponsabilisation en fait, du détenteur. Comme on l'a dit, aujourd'hui, toute industrie pilote ses flux entrants et sortants et essaye d'optimiser. Donc forcément, si on va mettre une reprise sans frais, on déresponsabilise d'une certaine manière le détenteur. Donc il y a une vraie réflexion à avoir sur ce point-là, si besoin de le faire de façon spécifique, mais en tout cas pas de façon générale et absolue. Et là, vous avez des exemples, effectivement, on parlait des déchets dangereux. Il y a des déchets qui nécessitent des coûts de traitement spécifiques et il ne faut pas que ça soit, on va dire, noyé dans la masse. Il y a aussi tout ce qui est réemploi. Donc voilà, il faut un peu aller dans une certaine granularité pour mieux comprendre en fait les impacts que peut avoir la reprise sans frais. Et aussi, on demande une équité. Donc il y a plusieurs éco-organismes potentiellement sur cette REP. Il faut qu'il y ait une concurrence saine et non faussée, bien sûr, entre tous les éco-organismes. Et donc la fusion avec la REP des emballages de la restauration qui est prévue dans cette REP. Un troisième enjeu, donc ça fait vraiment partie pour nous justement lié à l'opportunité de cette REP, c'est la traçabilité. Et surtout pour les emballages plastiques, parce qu'on cherche effectivement de passer, comme l'a rappelé Magali, de 25% à 26% à 55%. C'est bien l'objectif, ça c'est pour tous les emballages plastiques. Donc on sait que la marche est importante, mais
mais il y a matière quand même à mieux recycler. Donc je voulais l'illustrer sur 2 sujets on se doute que dans la REP, ça fera partie des obligations, des enjeux, c'est tout ce qui est recyclabilité et réemploi. Ça fait partie, normalement, dans tous les emballages, vous savez qu'il faut réduire, réemployer, recycler. Donc sur la partie recyclabilité, je vais illustrer le propos, si tu peux, voilà. Donc sur la partie recyclabilité, nous, on l'a vu d'ailleurs dans la typologie présentée par Isabelle sur les emballages professionnels. On est quand même sur des résines quand même bien identifiées, notamment le PEHD. Vous avez aussi, donc ça c'est sur les rigides, hein, donc tout ce qui est EBC, FUCES, donc on est surtout sur le matériau PEHD, PP, polypropylène, polystyrène, et je mets dedans tous les dérivés du polystyrène. Il y a aussi l'EPS, le polystyrène expansé, on en a beaucoup parlé, mais c'est très important pour certains secteurs, tout ce qui est isotherme, les caisses marées, voilà, donc c'est quand même des emballages qui ont vraiment leur utilité. Et vous avez tout ce qui est dans les flexibles, les films transparents, notamment PEBD, pour les films palettes ou les films étirables. Donc c'est quand même des matières qui sont bien identifiées, bien connues et qui sont déjà bien recyclées à l'échelle. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On l'a vu, c'est quand même 15% des emballages professionnels qui seront en plastique. Donc il faut quand même aller en chercher quelques-uns. Et donc je disais qu'au niveau de la recyclabilité, le point de vigilance aussi, c'est qu'il ne faut pas dupliquer ce qu'on connaît déjà sur les emballages ménagers. Parce que les emballages ménagers, quand on conçoit la recyclabilité d'un emballage ménager, c'est parce qu'il passe par le bac jaune, il va passer par un centre de tri. Là, on n'est pas du tout dans les mêmes schémas de collecte et de tri sur les emballages professionnels. Donc nous, c'est un vrai point de vigilance que l'on a pour que les règles de la recyclabilité peuvent être, on peut dire c'est bizarre, mais peuvent être différentes entre un emballage professionnel et un emballage ménager. Donc on parlait du noir de carbone, bah pareil, s'il n'y a pas de tri optique dans le flux, quid de l'impact du noir de carbone. Donc on est dans une granularité assez précise, mais il faut se dire que voilà, les flux de collecte et tri des emballages professionnels permettent une meilleure connaissance en fait de ce qu'est l'emballage. Ça reste dans un circuit professionnel où il y a déjà des systèmes de traçabilité, d'information qui peuvent accompagner le flux de la matière. Et donc il faut bien avoir en tête ces opportunités, j'ai envie de dire, sur la qualité de la matière que peut être préservée en fait dans l'emballage plastique professionnel. Et bien sûr, avec cela, vous savez tous qu'avec la PPWR, mais pas que, ça fait partie de la circularité de façon même sans réglementation. On cherche tous à aussi intégrer la matière recyclée dans le plastique. C'est la vraie force dans le plastique, c'est qu'on peut facilement intégrer de la matière quand on maîtrise bien le procédé de recyclage. Et donc avec ce tri à la source des emballages professionnels, il y a une maîtrise vraiment de la qualité, même du grade, pour vraiment de la qualité précise de la résine qui permet de faciliter la connaissance pour intégrer du recyclé. Donc pour nous, ça va ensemble. C'est vraiment les deux ensemble à avoir en tête. Et ensuite, je l'ai illustré, je crois, sur un cas d'usage sur l'IBC, pour revenir sur la traçabilité. L'idée aussi, c'est que c'est multimatériaux. Donc si je prends l'exemple de l'IBC qui est fabriqué par certains de nos adhérents, il n'y a pas que du plastique, il y a du métal, il y a du bois. On n'est plus sur une réflexion d'un emballage, mais sur un flux, prendre en compte tous les flux de matières qui vont être recyclés. Donc l'idée, c'est de pouvoir aller tracer le PEHD qui va être bien recyclé au niveau de la poche, le métal dans la cage et qui peut être aussi avec la palette, et puis les différentes palettes qui vont aussi avoir leur filière de recyclage. Même au niveau du bois, il y a les panneaux de particules. Enfin voilà, chaque filière peut valoriser et recycler la matière. Et donc nous, l'opportunité qu'on voit, c'est de pouvoir justement mieux quantifier, mieux suivre toutes les tonnes effectivement recyclées. Et il faudra les remettre à l'échelle de l'emballage, puisque dans les réglementations, notamment PPWR, la réglementation, c'est la recyclabilité à l'échelle de l'emballage. Et la traçabilité aussi, ça sera une opportunité par rapport au réemploi. On a beaucoup de réemploi déjà dans les emballages industriels, avec des boucles plus ou moins fermées. Donc pareil, j'ai repris l'exemple de l'IBC parce que nos adhérents nous affirment déjà qu'effectivement c'est majoritairement déjà un système de réemploi avant d'être recyclable. D'être recyclé, c'est d'abord le réemploi qui est utilisé dans ces flux-là. Et puis j'ai pris l'exemple aussi qui marche pas mal de la caisse fruits et légumes que vous connaissez peut-être avec le système IFCO,
où pareil, on est déjà sur des circuits de réemploi. Donc voilà, la traçabilité devrait aider à mieux piloter tout ça. Et rapidement en synthèse, donc on l'a aussi dit tout à l'heure, déjà d'avoir de la visibilité, parce qu'au niveau timing, c'est quand même un peu short. Hein. Donc il y a un vrai questionnement pour au moins l'année 1. Hein. On attend tous, tout ce qui est barème, tout ce qui est, rien que cahier des charges, qui est quand même un peu de cette REP. Donc s'inscrire dans une dynamique déjà en place. Donc on l'a dit, c'est par rapport au pragmatisme qu'on attend de ce qui nous sera demandé avec cette REP. Donc bien prendre en compte la réalité du terrain. Et puis, donc voilà, coordonner le suivi de la traçabilité. Donc, il y aura aussi cet enjeu pour les éco-organismes de coordonner justement les objectifs qui devront être faits par tous et le périmètre sur la partie enjeu, définition. Voilà. Merci. Merci beaucoup Marie pour cet exposé très complet. Donc, on voit aussi qu'il y a des solutions qui existent, même si évidemment il faut continuer à en chercher plus pour améliorer ces taux de recyclabilité et ces taux de recyclage, pardon. Et que la traçabilité est effectivement au cœur du sujet. Peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas le PPWR, on parle du règlement européen porté sur les emballages. Voilà, c'est juste précision pour ceux qui ne le savent pas. Et je me tourne maintenant vers vous, Sophie. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous avez piloté les travaux FEDEREC autour de ce qu'on appelait anciennement la REP DUIC. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu plus sur les constats qui ont été faits par FEDEREC ces derniers mois, ces dernières années sur la REP emballage professionnel et peut-être quelques pistes pour actionner ces fameux leviers de performance additionnelle? Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de vous voir aussi nombreux sur ce sujet des emballages professionnels, donc qui concerne à la fois bien sûr notre industrie du recyclage, du réemploi et de l'économie circulaire, donc représentée par FEDEREC, et puis à la fois les producteurs d'emballage et les producteurs de produits. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et je pense que c'est quelque chose dont il faut se féliciter, c'est qu'on a quand même au sein de la chaîne de valeur une grande communauté de points de vue et de diagnostics sur l'état des lieux et ce qui est à faire. Donc la première chose, et ça a déjà été dit, c'est qu'on a quand même aujourd'hui un modèle contractuel qui est déjà performant. Aujourd'hui, on parle du plastique qui est le matériau sur lequel il y a le plus à faire, mais il faut quand même se féliciter de ce qui fonctionne très bien. Et il y a deux choses qui fonctionnent très bien aujourd'hui, c'est le recyclage des papiers cartons, où on est en avance de phase. On atteint et on dépasse les objectifs de recyclage avec plus de 10 ans d'avance. Il faut quand même dire quand ça fonctionne. Et pareil sur le bois, où on est là au nouveau, vous avez les chiffres à l'écran. On dépasse les objectifs avec à nouveau 10 ans d'avance. Donc déjà, félicitons-nous de ce qui fonctionne. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec des systèmes de contrat. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Un mot juste peut-être sur les métaux non ferreux et l'aluminium dont on voit qu'ils sont un peu en retrait. Là, on a un diagnostic commun, ça a été évoqué très très rapidement, sur le fait que c'est un problème de traçabilité, c'est-à-dire de mesure. Aujourd'hui, concrètement, l'aluminium ou les métaux, ça va être les emballages, ils vont être mélangés avec les autres métaux. On n'a pas besoin de séparer l'emballage aluminium et de séparer l'emballage, le fût par exemple, votre fût métallique, il va aller dans une benne ferraille. Donc ils sont recyclés, mais on ne sait pas les compter individuellement. Donc là, clairement, cette REP, ce qu'elle doit nous apporter, c'est un système de comptage. FEDEREC a fait des propositions spécifiquement pour mieux mesurer, pour avoir un système qui permette de donner des chiffres fiables sans avoir une usine à gaz et une séparation physique qui va démultiplier les coûts. Donc voilà, pour l'image globale, j'ai envie de dire, soyons satisfaits et reconnaissons ce qui fonctionne. Maintenant, si on veut parler de comment ça fonctionne, et donc on va dire par différence, qu'est-ce qu'il faut amplifier ou améliorer, compléter sur les emballages plastiques, on voit bien que pour le coup on a un déficit de performance. Aujourd'hui, on a un système qui fonctionne essentiellement sur des contrats privés qui sont concurrentiels et qui sont sur mesure flexibles. Là, il faut qu'on reparle bien d'un enjeu qui est très important, c'est celui de la performance industrielle. Les entreprises adhérentes de FEDEREC, elles vont contribuer concrètement en s'adaptant aux conditions de production de chaque industriel,
Par exemple, une plateforme logistique Amazon, une usine Renault, une usine par exemple de Procter & Gamble, ils vont avoir besoin d'une organisation sur mesure. On ne peut pas arriver comme dans la REP emballage ménager avec le même bac pour tout le monde. D'accord ? Les industriels, ils ont des enjeux de performance. Le déchet, c'est le truc qui arrive à la fin de leur processus. Donc c'est très important, cette notion d'adaptation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc nous, ce qu'on défend, et je pense qu'on a vraiment une vision très, très commune avec le reste de l'industrie, c'est de garder ce modèle adaptable, ultra flexible, fondé sur des contrats privés. C'est flexible du point de vue opérationnel, c'est aussi très, comme je vous l'ai dit, concurrentiel, compétitif, c'est-à-dire qu'on est sur des contrats qui sont remis en concurrence tous les 2 à 4 ans. C'est extrêmement challenging pour nos entreprises. On n'est pas dans une chasse gardée et dans une rente de situation. Les écueils à éviter sur cette future REP, donc c'est entraver les mécanismes de marché qui sont efficaces. Là, c'est vraiment ce qu'on vient de se dire. Hein. Donc, ne pas entraver ces mécanismes à la fois de concurrence et de valeur de la matière. Parce qu'il faut bien comprendre ça. Hein. Le bois et les papiers cartons et les métaux, aujourd'hui, ils sont rachetés aux industriels quand on les collecte. Et c'est ça qui va venir faire, on va dire, l'incitation au tri. Donc ça, c'est le premier point, c'est de ne pas aller embêter le marché là où il fonctionne. Deuxième point, c'est, et ça je pense qu'on a à nouveau, on a une grande communauté de points de vue, c'est de ne pas aller intervenir sur les matériaux qui sont déjà à l'objectif. Une REP, c'est pas transparent financièrement, d'accord, c'est pas poche droite, poche gauche, c'est un prélèvement, une éco-contribution sur le producteur qui va être répercuté sur les prix. Et qui n'est pas... Il y a des frais de structure concrètement dans une REP. On n'est pas en transparence. Donc quand c'est pas nécessaire, quand on est à l'objectif, nous on dit n'intervenons pas. Voilà, ça peut paraître le bon sens, mais c'est bien, ça va mieux en se le disant. Deuxièmement, la reprise sans frais, à la fois Isabelle et Marie en ont parlé. C'est extrêmement coûteux et ça a déjà été dit, c'est déresponsabilisant. C'est-à-dire que ça va casser ce lien économique qui aujourd'hui est au cœur de la performance, qui fait qu'il y a un intérêt pour le détenteur, pour celui qui génère le déchet, à aller trier toujours plus, parce que ça va réduire ses coûts. Si on efface les coûts, on efface cette incitation à faire toujours mieux, à aller trier toujours plus. Donc ça, pour nous, c'est essentiel. Et puis deuxièmement, complexifier et suradministrer, parce que franchement, quand on parle de reprise sans frais, concrètement, on parle de faire des prix administrés, fixés par l'administration, ça veut dire un catalogue de prix quand il faut couvrir toutes les situations de France et de Navarre. Ça, c'est quelque chose concrètement dont on ne peut plus se permettre ce fonctionnement-là en France, c'est trop coûteux. C'est vrai pour les déchets, c'est vrai pour tout un tas d'autres secteurs. Donc nos propositions chez FEDEREC, c'est une REP financière, donc concrètement qui repose sur le système de contrat de fonctionnement de marché dont on a parlé, avec une visibilité à 6 ans pour pouvoir stabiliser les organisations et permettre d'investir. Parce que pour nous, industriels du recyclage, si on veut investir dans des unités de tri des emballages professionnels, si on veut investir dans des unités de recyclage des emballages plastiques, il faut qu'on soit sûr du business model. D'accord ? Si dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on nous dit « Ah ben non, finalement, ce sont les éco-organismes qui ont la propriété de la matière », pour nous, ça remet en cause le business model de ces investissements. On parle d'industrie ici, hein. Une intervention strictement réservée au plastique, ça je pense que vous l'avez compris, et à la traçabilité, enjeu majeur. Donc traçabilité du recyclage, traçabilité du réemploi aussi, puisque les plastiques sont déjà des emballages très largement réemployés. Il y a beaucoup de boucles qui existent, des boucles autonomes, qui sont aujourd'hui mal connues, mal mesurées, et on a là aussi un enjeu de mieux rendre compte de la réalité. Financer les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs. Par rapport à la reprise sans frais, c'est ce qu'on se disait, aller mettre l'argent là où c'est nécessaire, ne pas financer ce qui fonctionne. Et enfin, un plan d'action pour les emballages plastiques sur l'ensemble du cycle de vie. Je pense que c'est plutôt ça qui est intéressant et sur lequel on va parler. Nous, concrètement, le recyclage des emballages plastiques, ça ne s'arrête pas, ce n'est pas le dernier point.
en fait. Pour arriver à quelque chose, il faut travailler sur l'ensemble du cycle de vie. Déjà sur la conception des emballages professionnels en plastique, ce qu'on demande, et là on rejoint tout à fait ce qui a été dit, hein, c'est qu'il y a le développement d'études et de recommandations d'éco-conception sectorielle. Il y a déjà un gros travail qui a été fait il y a quelques années dans le cadre des stratégies de 3R, donc pour l'emballage. Donc réduction, réemploi, recyclage. Donc il y a déjà ce travail par secteur industriel qui a été fait. Là, ce qu'on dit, c'est qu'il faut bâtir sur ce travail pour développer des recommandations secteur par secteur et en particulier standardiser les liens entre le type d'emballage et le polymère qui est utilisé. C'est vraiment la logique de massification qui a déjà été mise en avant par Marie. Moins on a de diversité, plus c'est facile de recycler. Parce que ça va réduire le coût d'identification, le coût de tri. Concrètement, pour un bidon, inférieur à 20 litres, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait autant que possible, sauf application vraiment très, très, très spécifique, un seul polymère qui soit utilisé. Voilà, ça permet de massifier. Et en appui, on va dire, de ces standards, de ces recommandations sectorielles, c'est vraiment une éco-modulation des éco-contributions, c'est-à-dire celui qui respecte ces préconisations doit pouvoir payer moins que celui qui fait le choix de se différencier et de ne pas jouer le jeu collectif. Donc ça, pour nous, c'est très important, c'est qu'on ait vraiment une incitation financière à jouer le jeu du collectif. La fabrication des emballages professionnels en plastique, la prime à l'incorporation de MPR, ça c'est un grand chantier qui a été lancé, en tout cas qui est soutenu par notre ministre Agnès Pannier-Runacher avec une concertation qui est en cours pour avoir des primes, c'est-à-dire 1 € à la tonne, à celui qui va utiliser des matières plastiques recyclées dans ses emballages. C'est un chantier que nous soutenons et auquel nous participons. Aujourd'hui, le gros frein à l'incorporation, à l'utilisation de matières recyclées, c'est quand même l'économie. C'est quand même le fait que les matières vierges, donc les matières plastiques non recyclées, issues du pétrole, sont extrêmement bon marché. Elles sont d'autant meilleur marché quand il y a une surproduction à l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour nous, recyclant en Europe, avec les coûts de production européens, donc des prix de l'énergie élevés, de la main-d'œuvre qui bénéficie d'une protection sociale qu'on ne trouve pas en Chine ou ailleurs, c'est très difficile pour nous de répondre en termes de prix à cette concurrence extrêmement agressive. Donc c'est important qu'on ait ce système d'incitation financière à l'utilisation de matières recyclées. Sur le tri à la source et le surtri, là aussi il y a besoin, forcément, hein, il y a besoin d'aller mettre ce bonus. Là, pour le coup, on pense qu'il y a besoin d'un bonus à la fois sur l'équipement, là où c'est nécessaire, à la fois sur la collecte, vraiment une incitation au tri avec 3 niveaux. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de choses déjà très performantes qui sont mises en place, donc notamment le tri à la source par polymère. On l'a dit, sur les films plastiques, le tri, il est très bien fait, le recyclage se fait. Donc aujourd'hui, il faut pouvoir continuer à inciter au tri à la source par polymère et ne pas forcément mettre tous les plastiques en mélange. Le risque de mettre tous les plastiques en mélange, ça va être juste d'exploser le coût de gestion de ces plastiques et d'avoir un effet d'inflation sur la REP. Un soutien financier au surtri. Là où ça sera nécessaire, il y aura besoin d'un bac jaune des plastiques. Par exemple, sur les petits utilisateurs de plastique, on ne va pas leur demander de trier séparément leurs bidons, leurs petits films, leurs petites cagettes. Là, bien évidemment, pour ces petits producteurs, il faut pouvoir gérer un mélange. D'accord ? Donc là, qui dit mélange, dit tri derrière. Ensuite, massification sur le marché des déchets. Donc là, en lien avec les standards qu'on aura définis en amont, définir aussi des standards pour les déchets qui vont être triés
est vendu. Donc ça, c'est un travail collectif qui a été fait par plusieurs fédérations, donc Fédérec bien sûr, mais aussi la FNAD, le SNEFID, le SRP, donc le syndicat qui représente les usines de recyclage, et Valorplast, donc qui est la filière de production des producteurs. Donc l'idée, c'est vraiment de donner à voir à la fois aux détenteurs, donc aux producteurs de déchets et aux trieurs, quelles sont les qualités qui sont attendues pour que les plastiques soient correctement recyclés. D'accord ? C'est vraiment de massifier le marché, de standardiser le marché pour permettre à tous d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui est nécessaire, sur la qualité appropriée pour le recyclage. Voilà, donc là vous avez un exemple, donc avec des standards qualité sur un certain niveau d'indésirables qui sont tolérés ou pas. Et enfin sur le recyclage, donc on est sur la toute fin quasiment, hein, une fois qu'on a ces engagements sont pris, on arrive donc sur le développement là de capacités industrielles avec à la fois des besoins d'études sur le gisement et puis des plans en innovation, parce que c'est vrai, comme l'a dit aussi bien Marie que Isabelle, on a encore des verrous techniques particuliers sur les emballages dangereux, hein, c'est vrai, qui ont contenu des substances dangereuses. On a encore des verrous techniques à lever pour permettre le recyclage, sortir les substances dangereuses qui ont pu être absorbées. Ça, c'est les emballages dangereux dans les plastiques, c'est à peu près 20% du gisement. Donc c'est pas anodin. On a encore des verrous à faire sauter. Et puis un plan industriel pour compléter les capacités de surtri et de régénération là où c'est nécessaire. Ça, on a vu. Voilà. Donc, merci à tous. Merci à tous d'être venus assister à la conférence. Il nous reste encore quelques minutes. Si vous voulez, on peut prendre une ou deux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ou est-ce que vous avez tout compris sur le recyclage des emballages professionnels plastiques? Oui. Bonjour, vous m'entendez bien? Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions, c'était très intéressant. Plus proche, merci. Je travaille dans une start-up de gestion des déchets et je m'interrogeais donc par rapport au point que vous avez évoqué, Madame Sicard, concernant l'avance que l'on a sur le recyclage du carton plastique et également, pardon. Du carton, absolument, merci. Du carton et également le travail qui est fait sur l'ensemble du cycle de vie. Et je me suis interrogée sur la fin de vie finalement des emballages. Donc certes, le recyclage est très bien fait et on a de l'avance, mais en termes de fin de vie, il me semble qu'en France, les capacités de stockage sont un peu saturées. Qu'est-ce qu'il en est de cet aspect-là? Est-ce que vous avez des recommandations? Tout l'enjeu, effectivement, c'est de sortir les plastiques du stockage. Il y en a encore beaucoup trop, et c'est tout l'enjeu de ce plan d'action sur l'ensemble du cycle de vie. C'est à la fois donc dès la conception de les préparer, de créer les conditions qui vont leur permettre de rentrer dans le cycle, et c'est l'ensemble de ce dispositif qui permettra de les sortir de l'enfouissement. Clairement. Ce qu'on veut dire, c'est que le recyclage, c'est pas qu'une question de collecte et de tri. Ça ne commence certainement pas à la poubelle. Si on veut recycler, il faut s'occuper de la recyclabilité et aussi du marché, c'est-à-dire de la demande. C'est ce que j'évoquais très rapidement. En 2030, on va avoir des premières obligations d'utilisation de contenus recyclés, donc qui ont été fixés par le règlement PPWR, donc qui va rentrer en vigueur, on l'espère, en 2025. Mais 2030, c'est loin quand même. 2030, c'est dans 5 ans. 5 ans, on a le temps quand même de ne rien faire, voire, si on s'en préoccupe pas, de détruire une partie de l'industrie du recyclage des plastiques en France et en Europe, parce qu'on a une concurrence du vierge qui est extrêmement brutale aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, vous m'entendez?
J'avais une question. Je m'interrogeais sur l'un des points que vous aviez sur les recommandations de FEDEREC pour le modèle de la future REP, sur l'intervention réservée sur le plastique. Est-ce que, du coup, dans cette intervention réservée sur le plastique, vous êtes ouvert à une récupération sans frais dans le cadre où, justement, il n'y a pas vraiment de cercle vertueux, amélioratif et économique sur ce gisement en vue de la volatilité des flux, etc. etc. Est-ce que, du coup, pour avoir une certaine incitation, puisque aujourd'hui, il y a certaines résines qui sont plus chères à la récupération dans certains cas que le traitement en déchets et en stockage, vous êtes ouvert dans ce cas-là pour pouvoir inciter au recyclage, à une récupération sans frais pour certaines résines en tout cas. Donc on exclut évidemment tout ce qui se rachète très bien entre guillemets. La reprise sans frais, nous on y est opposé pour plusieurs raisons. Déjà parce que ce qu'on a dit c'est du prix administré. Donc du prix administré, une fois ça couvre vos coûts, une fois ça ne les couvre pas. Donc concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, avec un système de marché, on va collecter les déchets chez tout le monde. Demain, vous avez un système de reprise sans frais. Le prix, pour une raison X ou Y, ne correspond pas au coût. Qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez d'aller collecter le déchet? En fait, on va créer des problèmes là où aujourd'hui il n'y en a pas. Donc déjà, ça c'est le premier point. Deuxième point, la reprise sans frais, ça empêche la gradation. Et pour nous, la gradation, c'est essentiel. Autant ça se justifie effectivement d'aller couvrir les frais, voire même de mettre un premium là où c'est nécessaire pour aller inciter au tri. Ça peut être sur certaines résines, ça peut être sur certaines catégories de détenteurs. Là, en fait, on pense qu'il faut faire du sur-mesure. Aller faire de la reprise sans frais systématique, juste parce que c'est des plastiques, pour nous, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on puisse différencier et surtout qu'on soit dans une approche, on va dire, de progressivité, c'est-à-dire mieux inciter celui qui va faire le meilleur geste de tri, c'est-à-dire le tri à la source, où on préserve la qualité, où on préserve justement cette capacité de massification à moindre coût, et en même temps pouvoir, là où c'est nécessaire, aller soutenir quand le mieux c'est de faire du mélange, de pouvoir aller soutenir le mélange. Voilà. Nous, tout ce qui nous pose problème fondamentalement dans la reprise sans frais, c'est que ça écrase et ça nivelle. Voilà. Merci, c'est beaucoup plus clair. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ça y est, ça fonctionne. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions parce qu'on a donc une autre conférence qui va avoir lieu à 11h. Merci beaucoup d'être venus. Merci pour vos questions. Et passez une bonne journée sur le Salon Polytech.